Un sujet hyper intéressant et particulièrement d'actualité dont on va continuer à parler sans plus tarder, sans transition. Je vous propose qu'on accueille les invités qui vont venir parler avec nous de ce sujet. Entre autres, je vous demande d'accueillir Ariane Rioux et Elsa Marie. Bonjour Ariane et Elsa, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Vous êtes toutes les deux journalistes au Parisien et vous êtes autrices du livre dont a parlé rapidement Vincent qui s'appelle Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Sorti il y a seulement 15 jours. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de ce sujet. Et on est également en visio, normalement, si tout se passe bien, avec Luna Sky. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu es là ? Elle n'est pas là encore, elle va se connecter, elle va nous rejoindre et on en discutera avec elle. Vous avez sorti ce livre il y a 15 jours, comme je vous le disais. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global sur le phénomène de la chirurgie esthétique chez les jeunes ? Est-ce que c'est un phénomène nouveau d'abord ou est-ce que ça a toujours existé ? Je ne me rends pas compte. Non, pas vraiment. En fait, le gros basculement, c'est en 2019 où il y a ce chiffre qui sort. Aujourd'hui, il y a plus de 18-34 ans qui font de la chirurgie, qui font plus de chirurgie que les plus de 50 ans. Et en fait, c'est un vrai basculement parce que les plus de 50 ans, c'était la patientèle historique. Et en fait, aujourd'hui, le raisonnement est un peu différent. On va plus dans les cabinets de chirurgie esthétique pour gommer des signes de vieillesse, mais plutôt pour les anticiper, et ou par mode aussi. D'accord, il est là le changement. Oui. C'est qu'en fait, la chirurgie esthétique a longtemps été un truc où on va réparer quelque chose qui déplaît. Oui. Et maintenant, on y va parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va mal, mais on a peur que ça aille mal plus tard. C'est ça le phénomène ? Oui, c'est ce que disait Ariane, c'est-à-dire qu'on va anticiper un signe de vieillesse, mais aussi on veut optimiser sa beauté, en tout cas ce que nous disent les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont dans la fleur de l'âge et donc ils veulent être le plus beau possible à ce moment-là. Pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, c'est quoi les principales opérations qui existent et qui se font le plus pour les jeunes ? Alors, il y en a 3. Il y a la liposuction, la rhinoplastie, donc l'opération du nez, et les augmentations mammaires, pour les filles, en l'occurrence. D'accord, ok. C'est les jeunes qui les font le plus, ces opérations-là. Il y a une question, moi, qui me vient quand même très spontanément. Je suis désolé, vraiment, j'y connais rien. C'est le côté très naïf. On est là pour ça. Après, on va en parler parce qu'on a plein de questions à vous poser, mais ça coûte un bras, une opération de chirurgie esthétique, quand même. Oui. Comment les jeunes financent ça ? Ou est-ce que c'est que les jeunes riches ? Ou est-ce que c'est un cliché, ça ? Alors justement, en fait, ce qu'on montre dans notre livre, c'est qu'il y a tout un business qui est organisé pour que le prix ne soit même plus un obstacle. Par exemple, une augmentation mammaire, c'est dans les 5 000 €. Une rhinoplastie, donc une opération du nez, c'est à peu près 4 000 €, donc ça coûte quand même cher. Et donc, avant, c'était quand même des actes qui étaient réservés à une classe aisée. Et maintenant, il y a, depuis les années 2000-2005, on va dire, il y a tout un développement aussi du tourisme low cost à l'étranger, avec des opérations qui sont 2 à 3 fois, voire 4 fois moins chères. Et ensuite, et on en parlera, il y a des injectrices illégales, des femmes, en fait, qui sont des usurpatrices et qui proposent des injections pour gonfler les lèvres à 150 €. Et donc, voilà, à prix cassé. Donc, la jeunesse qui est désargentée s'y presse au risque d'être défigurée. C'est-à-dire qu'on connaissait le tatoueur qui te tatoue un peu à l'arrache dans un appartement aux conditions d'hygiène vite fait. Ça existe aussi maintenant pour des injections. Oui, sauf que les jeunes filles se retrouvent mutilées à vie. Oui. Ok, d'accord. Dernière question, justement, puisqu'on en parle. C'est quoi les choses les plus graves qui peuvent exister ? C'est quoi le risque pour la santé de ces opérations de chirurgie esthétique lorsqu'elles ratent ? Tu parles de mutilation, c'est-à-dire, vous avez des exemples Alors, pour le coup, le risque physique, c'est comme pour toutes les opérations de chirurgie. Il y a le risque qui est lié à passer au bloc opératoire, il y a le risque qui est lié à l'anesthésie générale, et puis il y a toute une période de convalescence. Pour les filles mutilées, on a rencontré des filles pour qui avaient connu une infection généralisée, notamment une fille, peut-être qu'on aura tout à l'heure, Luna Sky, qui est influenceuse, qui, elle, s'est fait... Donc là, c'était pas de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'était de la médecine esthétique. Donc là, c'est des injections. C'est un peu moins invasif, sauf qu'il y a aussi des risques. Donc elle s'est fait injecter de l'acide hyaluronique dans les fesses. Et depuis, elle vit un cauchemar parce que tout s'est infecté. Elle est passée plusieurs fois à l'hôpital. Et aujourd'hui, elle parle de réparation et même plus d'esthétique pour retrouver un corps comme elle l'avait avant.
Dernière question avant de passer la parole à mes chroniques. Moi, je pourrais continuer pendant des heures, mais c'est pas le projet de Backseat. Il y a eu des questions dans le chat tout à l'heure. Est-ce que c'est genré, les interventions de chirurgie esthétique, ou c'est plus des filles, plutôt des garçons? Alors, c'est plus des jeunes femmes, mais on voit de plus en plus de jeunes garçons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi exposés aux mêmes normes tyrannisantes sur les réseaux sociaux. Eux aussi regardent des influenceurs, eux aussi essayent des filtres. Et donc, on en voit de plus en plus. Les garçons font surtout des greffes capillaires, des liposuctions. Je me souviens que quand on avait fait un reportage dans la clinique à Marseille, il y avait aussi des jeunes garçons qui se faisaient poser des prothèses de mollets pour avoir un corps de marathonien. Donc voilà, il n'y a plus 1 cm² du corps qui échappe à la chirurgie esthétique aujourd'hui. Ok, intéressant. Malek, toi, tu connais des gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique? Je connais des gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Il y a très longtemps, j'ai une connaissance qui est partie en Turquie faire une liposuction, et elle m'a appelé dans la nuit, qui a suivi son opération en hurlant de douleur et en me disant qu'elle regrettait. Il y a pas très longtemps, j'ai une connaissance aussi qui a fait une rhinoplastie, qui en réalité n'a pas regretter son geste après coup, mais qui dit qu'il y avait eu un manque d'accompagnement réel parce qu'elle ne se reconnaissait pas forcément, que ses proches ne la reconnaissaient pas aussi. Et il y a eu cette réflexion qui lui est venue de se dire qu'il fallait peut-être un âge minimal et un certain accompagnement, un certain délai en fait avant de passer sur le billard, si je peux me permettre l'expression. Moi, je vous avoue que je ne suis pas vraiment contre la chirurgie esthétique si c'est fait dans de bonnes conditions d'hygiène avec des médecins qualifiés. Voilà. On parlait de la chirurgie genrée ou pas. Moi, j'ai de plus en plus de potes qui veulent partir à l'étranger pour faire des greffes de cheveux. Parce que la calvitie, ça commence à leur peser. Ça, je peux pleinement comprendre. Et aussi, petite anecdote, moi, on m'avait proposé, quand je faisais de la télé et que j'étais en prime tous les jeudis soirs, il y a une clinique en Turquie qui m'a contacté, qui m'a proposé une liposuction gratuite en échange d'une pub sur Instagram. Voilà, vous voyez, j'ai perdu 35 kilos tout seul. C'était avant. Je les ai perdus seuls, mais sans eux. Mais voilà, mais il y a un vrai danger, il y a un vrai business en fait du tourisme. Allez-y. Non, mais juste pour préciser que notre enquête, elle n'est pas du tout contre la chirurgie esthétique. Si elle est réfléchie, ce qu'on dénonce, c'est vraiment la banalisation de la chirurgie, le fait qu'aujourd'hui les jeunes poussent la porte sans vraiment réfléchir. Et l'industrialisation, en fait, le fait que finalement les jeunes se retrouvent clonés, ils sont des sortes de prototypes qui ressortent à l'identique, comme s'ils sortaient de cliniques qui étaient des sortes d'usines, quoi. Donc c'est ça qu'on dénonce. Il y a quelqu'un qui dit question idiote. Non, il n'y a jamais de question idiote. Une chirurgie esthétique pour les parties intimes, est-ce que c'est possible? Oui, ça existe. Et malheureusement, j'allais dire, ça se développe de plus en plus. Chez les femmes, c'est la nymphoplastie, donc la réduction des petites lèvres. Le porno, malheureusement, a fait que les femmes, en fait, sont épilées à l'écran, donc elles ont fait en sorte connaissance avec leur sexe. Et pareil, là aussi, il y a une norme, comme pour le visage, comme pour les seins, comme pour la taille. Et donc, ce que nous disaient les chirurgiennes qui font ces opérations-là, c'est que c'est une sorte d'abricot. Et donc, les jeunes femmes veulent se faire couper, réduire les petites lèvres pour avoir un sexe normé, ce qui pose quand même question. Et pour les hommes aussi, exactement, élargissement ou ton dernier, exactement. Léa, je me tourne vers toi. On parle depuis tout à l'heure, et c'est normal, ce qui pousse les personnes à faire des interventions de chirurgie esthétique, c'est la volonté de se conformer à l'image qu'on se fait, des injonctions ou même de soi-même. Tu peux nous en parler ? Moi, ce que je trouvais intéressant, ce que j'ai bien aimé aussi dans votre livre, c'est l'aspect un peu retour en arrière. J'ai trouvé très intéressant de la partie où vous parlez notamment des années folles, où finalement la chirurgie esthétique était considérée comme vraiment un outil d'émancipation féministe, presque. Je trouvais ça assez intéressant. Et c'est vrai que moi, je considère que pour certaines personnes, après tout, chacune fait ce qu'il veut et ce qu'elle veut. Moi, je pars de ce principe-là, avec son corps surtout, ce qui est important, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de moralisation autour de ça aussi. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce biais-là, ce que vous ne faites pas par ailleurs, parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a quand même des moments où effectivement ça peut être important pour certaines personnes. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, on voit que depuis même l'Égypte antique, le fait de devoir répondre à des injonctions, notamment pour les femmes, plus particulièrement, c'est des choses qui existent quasiment depuis l'Antiquité et depuis toujours. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé d'après vous ? Moi, je regardais la semaine dernière un documentaire qui a été réalisé par Delphine Seyrig dans les années 70 qui s'appelle « Sois belle et tais-toi » où elle fait le tour de Hollywood, où notamment elle a interviewé Jane Fonda qui expliquait qu'on lui avait demandé de se faire casser la mâchoire, ce qu'elle avait refusé de faire. Qu'est-ce que finalement, notre époque d'aujourd'hui, quelle est la différence avec ces années-là en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant ?
en quelque sorte. Ariane, Après, Elsa. Alors, c'est vrai que les femmes ont toujours été confrontées à des normes, des normes tyrannisantes, avec les magazines, notamment les magazines féminins, les régimes. Mais là, si vous voulez, les réseaux sociaux font que les jeunes se retrouvent exposés à ces contenus toute la journée. On a suivi des jeunes dans le livre qui ont 15-16 ans et on leur a demandé mais combien de temps que vous passez sur les réseaux sociaux? Ils nous disent on regarde ces influenceuses 5 heures par jour en moyenne en semaine et 10 heures le week-end. Mais c'est pareil avec la télé, on peut dire ça. Donc, non, mais moi qui ai grandi dans les années 90-2000, franchement, quand je regardais la télé, je voyais des meufs qui étaient copie conformes, quasiment identiques, avec les mêmes cheveux. Enfin, quand on regarde Art les cœurs à vif, je prends des refs, des vrais refs, Friends, etc. Enfin, tout se ressemble, quoi. Entre-temps, il y a eu Kim Kardashian. Instagram, tu peux pas. Tu penses que c'est ça le point de basculement? Vous dites qu'il y a un point de basculement avec Kim Kardashian. Oui, bien sûr. Avec les filtres, Oui, pardon. Non, mais c'est juste qu'aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup plus assumé. Le basculement, c'est a priori Kylie Jenner, la plus petite des Kardashian, qui, elle est filmée depuis qu'elle a 11-12 ans, et qui, parce qu'elle était très critiquée, notamment sur ses lèvres, a développé des complexes. Elle les trouvait trop fines, donc elle les a fait gonfler. Donc elle a été obligée finalement d'avouer qu'elle l'avait fait dans l'émission de télé-réalité dans laquelle tourne sa famille. Et en fait, ça a été un basculement, parce qu'avant, il y avait pas mal de stars aussi qui pratiquaient la chirurgie, mais qui ne l'assumaient pas forcément. Et oui, là, je me souviens à l'époque, c'était tabou, et donc les tabloïds se posaient la question. Et Marilyn Monroe, on a appris qu'elle en avait fait, mais à sa mort, même à la mort de son chirurgien, qui l'avait dit. Là, Kylie Jenner, elle l'a assumé, et je pense que... C'est ça la nouveauté, c'est que maintenant on en parle. Vous croyez que ça fait partie aussi du truc? Oui, c'est une question. Okay. Oui. Et vous parlez des filtres aussi. C'est vraiment aussi les filtres qui ont changé la donne sur les réseaux sociaux. C'est que justement, donc cette très bonne chronique d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on fait des essayages identitaires, c'est-à-dire que tout d'un coup, on affine son nez. On voit sur ces filtres. C'est une projection qui est plus exactement. simple, en fait. Et finalement, on se voit tel que on pourrait être et qu'on n'est pas, ce qui met en échec et qui donne ensuite envie de passer du virtuel au réel en poussant la porte des cabinets de chirurgie esthétique. Chloé, est-ce que les jeunes sont égaux devant les réseaux sociaux de ce point de vue-là? Non, on n'a pas tous la même estime de soi, on n'a pas tous la même confiance en soi en fonction de notre éducation, de notre parcours de vie. Et donc on n'est pas tous autant à risque quand on est exposé à certaines injonctions, certains modèles de la beauté. Et donc ça peut être source de souffrance chez beaucoup de jeunes. Moi, merci pour votre enquête. Quand je la lis, je me dis qu'il y a quand même une forme de recul. On avait l'impression que avec le féminisme, grâce au féminisme, on allait plus vers la culture du body positif, être capable de s'assumer comme on est. Et vous, aujourd'hui, ce que vous tracez, c'est quand même pas du tout ça. C'est un courant très puissant. Vous parlez de business organisé. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que vous dites c'est plus de la publicité, c'est plus simplement de la chirurgie esthétique qui a toujours existé. Et pour certaines personnes, ça peut être très bénéfique. Là, c'est un business organisé qui a intérêt à ce que nous ayons honte de ce que nous sommes, parce que c'est dans leur intérêt financier. Et donc ça, je crois que ça peut avoir des conséquences sociales, bien au-delà du fait d'avoir recours à telle ou telle opération, des conséquences sur l'ensemble de la société. Vous dites dans votre livre, la jeunesse se retrouve piégée, parfois mutilée à vie, elle n'est plus capable de s'aimer. Donc c'est un problème de santé publique, in fine, de santé mentale, énorme, et qui dépasse les frontières de la chirurgie esthétique. Oui, c'est un problème de santé mentale, parce que ce qu'on dit, c'est que d'un côté, il y a ces influenceuses qui font sans arrêt la promotion de la chirurgie esthétique, qui donnent envie aux jeunes qui les suivent et qui les prennent pour modèle de les imiter. Il y a de nombreux chirurgiens, pas tous évidemment, mais qui ont abandonné leur code de déontologie et qui postent des avant-après, ce qui donne l'impression, des photos, vous savez, où on voit un nez bossu sur la photo d'après qui tout d'un coup est tout fin, ce qui donne l'impression que le bistouri est un coup d'effaceur magique. Donc en fait, on banalise la chirurgie esthétique, on donne l'impression que c'est facile, or c'est pas vrai. Et derrière, en fait, on parlait des risques d'une opération, mais il y a aussi des risques psychologiques. Par exemple, quand vous changez votre nez, il faut pouvoir après se reconnaître dans le miroir. C'est pas simple, c'est pas anodin en fait. Ces modifications du visage, il faut pouvoir se dire, est-ce que c'est bien moi, se reconnaître et que c'est accepté, quoi. Pour prolonger ce que vous dites sur mon amie là, qui a fait sa rhinoplastie, elle est restée chez elle pendant 8 semaines sans pouvoir sortir, parce que justement elle se reconnaissait pas. Et donc là, il y a 4 mois après, elle commence tout juste à s'y faire, mais il y a un vrai impact psychologique, c'est réel. On a été rejoint en visio par Luna Sky. Luna, est-ce que tu m'entends? Ouais. Salut, merci d'avoir accepté l'invitation à venir discuter sur Backseat. Toi, tu as été connue avec l'émission Les Princes de l'amour, c'était en 2020.
Après, tu as commencé une carrière d'influenceuse dans la musique et tu as été hospitalisée en 2021 après une infection qui a été provoquée par une opération de chirurgie esthétique sur les fesses. Tu en as parlé, tu as témoigné et d'ailleurs tu fais l'objet d'un chapitre dans le livre d'Ariane et Elsa. Merci d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à faire cette opération de chirurgie esthétique ? Alors, j'ai pas fait d'opération de chirurgie esthétique. Du coup, j'ai fait des injections. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Excuse-moi, C'est que c'est anodin de base. Mm. En fait, de base, c'est vraiment dit comme anodin. C'est comme si t'allais, je sais pas, faire des lips, comment on appelle ça, des augmentations des lèvres. Donc, c'est censé vraiment être anodin. Il n'y a même pas d'anesthésie pour vous dire. Et ça se fait en cabinet. Et donc, moi, on m'a proposé de le faire. Et j'ai même pas eu de délai de réflexion. Je l'ai fait en fait directement parce qu'on m'a dit de toute façon, t'inquiète pas, il y a zéro risque, tout va bien se passer. Il n'y a jamais eu de risque pour le moment. Et en plus, dans tous les cas, comme c'est quelque chose que le corps produit naturellement, il y a vraiment zéro risque. Et en l'occurrence, il y avait un risque parce que tu en as souffert dans ton corps et Oui. tu as eu des complications, tu as été hospitalisé et aujourd'hui tu en témoignes. Bravo à toi d'ailleurs d'en témoigner. Tu peux nous raconter le parcours que tu as vécu ? Ouais, ça a été assez compliqué. En fait, au début, ça a commencé au bout de 1 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires. Il faut savoir qu'il m'a injecté dans les muscles, chose qu'il ne faut jamais faire. Et en fait, il est là le problème, c'est que j'ai été injectée à des très, très, très mauvais endroits. Je pense que le médecin, quand il l'a fait, il devait pas avoir toute sa tête, vu ce qu'on a trouvé dans l'ISJRM, parce qu'on en a trouvé dans le périnée, le sacrum, donc vraiment à des endroits complètement tordus. Ouais. Et donc au début, j'avais des douleurs musculaires comme des... Désolée, je sais pas comment on dit en français, sore. C'est une bonne Contraction. question. Oui, contraction, oui. Quand on a fait trop de sport. Quand on a fait trop de sport, je sais pas comment Courbature. on dit. Courbature. Courbature, voilà, merci, désolée. Et donc j'avais comme des sensations de forte courbature, sauf que quand j'ai regardé mes fesses, j'avais 2 énormes taches rouges. Et après, ça en est suivi 6 mois d'aller-retour dans des hôpitaux à essayer de trouver des solutions. Et j'ai dû rentrer en France parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ne savaient pas ce que c'était. Et les injections, en tout cas, il y a 1 an, c'était complètement illégal là-bas. Et donc, pour eux, ça avait été fait par un médecin crapuleux. Et donc, ils voulaient que je retourne auprès de ce médecin crapuleux en question pour pouvoir me faire soigner. Et ils ne voulaient pas me soigner aux États-Unis. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai dû rentrer en France. Et alors, en France, j'ai encore repassé 2 mois en tout à l'hôpital. Et j'ai fait des hémorragies. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe. J'ai fait plein d'opérations pour essayer de retirer le produit. Je crois en tout, des interventions, j'ai dû en avoir une 15aine. Et là, j'ai encore plein de produits dans mon corps, mais j'ai plus la force de refaire des opérations. Et je me suis habituée en fait à vivre avec la douleur, donc je vis avec la douleur. Et de base, je devais faire une reconstruction, sauf que je peux pas faire de reconstruction puisqu'il y a 99% de chances que je meure sur la table d'opération. Donc du coup, je ne vais pas faire de reconstruction et je vais rester avec des fesses qui ressemblent à pas trop des fesses, mais c'est pas grave. On comprend, Luna, évidemment, ça doit pas être facile. C'est un parcours du combattant pour toi. D'ailleurs, tu nous l'expliques. Tu continues à être influenceuse aujourd'hui. On discutait tout à l'heure du rôle justement de l'influence dans le fait d'être attiré par des opérations de chirurgie, ou pas que des opérations de chirurgie, j'ai bien compris, aussi des injections, des choses plus bénignes. C'est un monde auquel toi et moi on appartient. Est-ce que tu penses qu'on a une part de responsabilité ? Ouais, totalement. Après, moi, je sais que dès le départ, quand j'ai compris que j'avais de l'influence par rapport aux réseaux sociaux, parce que j'ai fait de la télé, je me suis toujours dit, je vais jamais promouvoir des choses qu'on va fumer, de l'alcool, ou de la chirurgie esthétique, ou tout ce qui est en rapport avec la religion, puisque c'est mes principes personnels. C'est d'ailleurs pour ça que moi, ces injections, j'en ai pas fait la promotion, je les ai payées, et j'ai toujours été contre. J'ai jamais compris d'ailleurs le fait de faire de la promotion de choses aussi personnelles, parce que ça a un impact tellement sur la vie personnelle des gens qu'on peut pas se permettre de les influencer sur ça. C'est comme moi, j'influence pas les gens sur leur religion et je pense que je devrais pas les influencer sur quel docteur ils vont aller voir ou quelle procédure esthétique ils vont faire. C'est trop personnel.
Non, mais c'est intéressant. Tu dis qu'il y a une limite entre ce sur quoi on peut se permettre d'influencer les personnes sur des achats, sur de la consommation, peut-être sur du maquillage, des choses comme ça, mais il y a une limite à ne pas franchir. Et pour toi, c'est ce qui rentre dans le personnel, dans le corps, dans la santé, dans aussi la religion. Bien sûr. Okay, non, okay. Mais après même, par exemple, si je vais promouvoir, je sais pas moi, un maquillage qui va avoir un composant toxique dedans, c'est mon entière responsabilité, en fait. Vraiment. Et je pense que les influenceurs, ils l'oublient, ça. Si tu vas faire la promotion de choses qui se trouvent sur AliExpress et il y a un mauvais composant dessus parce que ça vient de Chine, que les normes ne sont pas respectées, c'est la personne qui en a fait la promotion qui est responsable. Luna, dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du mouvement qu'on appelait body positive, qui consistait à mettre en avant plutôt des corps naturels? Est-ce que ça a été balayé par les réseaux sociaux depuis les Kardashians? On en parlait sur le plateau avant. Est-ce qu'on vit dans une ère de fake absolue permanente avec les filtres? Ou est-ce que tu penses que ça peut revenir? Est-ce que tu as un message à faire passer? C'était aussi ça ma dernière question. Ok. Je pense... C'est assez délicat comme sujet. J'ai l'impression que ça dépend dans la sphère dans laquelle on est, parce qu'il y a des sphères que j'ai pu côtoyer qui sont très très loin de ça. Malheureusement, chez les jeunes, cette sphère-là, elle est pratiquement infime. Et oui, ça devient un petit peu trop superficiel. Maintenant, chez les jeunes, c'est à qui aura les plus beaux seins, les plus belles fesses, le plus de followers, etc., etc. C'est très, très dommage. Ça me fait très peur. Moi qui suis en âge, par exemple, d'être maman, je me dis, j'ai peur d'élever des enfants dans une société qui part dans cette direction. Après, je pense que ça prend tellement un virage assez draconien, justement, avec les Kardashians, etc., dans le négatif, que c'est en train de changer. C'est bien pour ça qu'elles ont tiré leurs injections, etc. Et là, les personnes se rendent compte de plus en plus que c'était n'importe quoi. Je comprends. Parce que toutes les personnes qui ont fait des injections, ils pourront pas le retirer. Ils vont être comme dans le même cas que moi, hein, parce que ça soit de l'acide hyaluronique ou de la graisse ou autre, ça se retire pas comme ça. Il y a une question qui a beaucoup été posée par le chat pendant qu'on discutait. Est-ce que le médecin qui t'a fait ça a été poursuivi en justice? Est-ce que ces personnes qui font ça, ces escrocs, doivent-ils répondre de leurs actes ou pas? Bah écoutez, c'est incroyable, mais je peux pas. Enfin, je sais même pas ce que je peux dire de ça, mais je trouve ça juste incroyable qu'ils soient encore en train de pratiquer. Parce que moi, j'avais un avocat que j'ai changé parce que bon, les avocats, ils sont un petit peu tous de mèche aussi dans ce milieu. C'est très spécial, hein. Vraiment. Moi, en tout cas, pour mon médecin, ça a été très spécial. Pendant 1 an, mon avocat, il a fait traîner la chose. Il m'a fait croire que il ne pratiquait plus, sauf que j'ai appris qu'il pratiquait encore et j'arrive pas à comprendre en fait. Donc là, j'ai réentamé une procédure avec un nouvel avocat et j'espère que ça va avancer ce coup-ci. Et c'est vraiment la croix et la bannière, hein. Franchement, avec tout ce qu'il y a eu sur cette personne, elle est toujours en train d'exercer, je sais pas pourquoi, et c'est incroyable et c'est assez franchement, ça me fait très peur parce que je me dis que les médecins, ils peuvent faire n'importe quoi. Et j'ai aussi, entre guillemets, eu la chance de pouvoir parler à plein de femmes qui ont vécu des choses similaires. Et ça arrive même dans des hôpitaux publics et les hôpitaux vont cacher les dossiers médicaux pour pas se mettre dans la merde, pour protéger les médecins. Mais c'est horrible, hein. C'est vraiment une boucherie. Et ça, c'est en France. Parce qu'on parle de l'étranger, mais en France, c'est pareil. Parce que moi, c'était en France. C'est un médecin français. Merci. Et les autres personnes à qui je parle, c'est des médecins qui sont en France, des hôpitaux publics en France. Merci beaucoup, Luna Sky, d'être venue témoigner dans cette émission. Je pense qu'on peut t'applaudir très fort pour t'envoyer du courage dans la suite. Merci beaucoup à toi. On va continuer. Je voulais vous demander à toutes les deux, Ariane et Elsa, est-ce que vous avez une réaction par rapport au témoignage de Luna, que je rappelle, vous avez interviewé pour votre livre? Oui, en fait, c'est intéressant ce qu'elle dit par rapport au fait qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques chez les jeunes. Et nous, on a posé la question aux médecins, est-ce qu'on pourra revenir en arrière quand la mode sera passée? Est-ce qu'on pourra retirer les injections? Est-ce qu'on pourra enlever les implants fessiers, etc. Les médecins nous ont dit qu'ils ne savaient pas. C'est-à-dire que pour certains actes, oui, au prix de cicatrices, pour d'autres, ils ne savent pas, comme les implants fessiers, par exemple. Et nous, ça nous inquiète parce que ça veut dire qu'on est en train de tester des opérations sur des jeunes et qu'on est donc face à une génération cobaye.
Et ça, c'est ce qu'on veut dire aux jeunes. Le corps, en fait, n'est pas un produit. C'est pas un jean qu'on jettera quand la mode sera finie. Qu'est-ce qu'on fera de tous ces corps dans 5-10 ans et comment ces interventions vont finalement en fait s'intégrer dans le temps et dans leur corps. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer aux jeunes. Et on aimerait bien aussi que le ministère de la Santé, maintenant que la crise Covid est passée, se saisisse de ce problème, qui est un problème de santé mentale et un problème de santé publique, et qu'ils se mettent autour de la table avec les professionnels de santé pour qu'on dise qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on opère un jeune de 16 ans? Est-ce qu'on élargit un pénis alors qu'il est de taille normale? Enfin, on manque complètement de règles et il faut un consensus. C'est ce que j'allais vous demander. Existe-t-il un cadre réglementaire d'intervention? J'ai l'impression que de ce que vous me décrivez, on parlait tout à l'heure d'une industrialisation dans des cliniques plus ou moins déclarées, non? C'est quoi? C'est des médecins? Il faut être médecin en principe? Ou alors c'est pas respecté? Il n'y a pas assez de... Explique-moi, d'où est le problème légalement parlant? Non, oui, il faut être médecin, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, ce que disait Elsa, il n'y a pas de règles. Chaque médecin fait un peu comme il veut. On a notamment interrogé une sociologue qui nous disait, par exemple, il y a 10 ans, aucun n'opérait des jeunes. Et en fait, petit à petit, certains se sont mis à le faire. Et comme finalement, c'était un business, eh ben, il y en a un qui le fait. S'il refuse la patiente, il sait très bien qu'elle va aller ailleurs. Donc en fait... chacun fait un peu comme il veut et c'est ça le problème, c'est qu'on manque de règles. Aujourd'hui, il n'y a même pas en France de registre des actes esthétiques. On ne sait pas exactement ce qui est pratiqué, sur qui, et ça, c'est un vrai problème. J'ai vu aussi qu'il y avait des chirurgiens sur les réseaux sociaux, eux aussi. Là, on parle des femmes et notamment des jeunes femmes, mais on le disait tout à l'heure aussi quelques hommes, mais des chirurgiens aussi qui, sur les réseaux sociaux, parlent de ça. Est-ce que c'est pour faire de la pub pour leurs options ou est-ce que c'est parfois aussi pour faire de la prévention? Je me rends pas compte, c'est quoi le paysage qu'on a? Il y a un peu de tout, mais de plus en plus, il y a des chirurgiens qui ont des comptes Instagram et qui font clairement la publicité de leur activité, qui postent des photos d'avant-après de leurs opérations, qui vont donner envie. Et ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont le droit d'avoir un compte et de diffuser une information qui est objective, qui est scientifique, mais pas de là à donner envie avec des photos. Et c'est là, en fait, tout le... Je veux pas dire de conneries, je crois même que c'est interdit. Enfin, on est d'accord qu'un Oui, médecin en France n'a pas le droit de faire la publicité pour des la opérations. médecine n'est pas un commerce. Mais en fait, la médecine n'est pas un commerce. Peu importe qu'il y ait la publicité, les injonctions, elles sont partout, quoi. Sur les magazines, sur les... Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin de la publicité pour... Et aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des chirurgiens qui ont des comptes Instagram et qui font ça. Et qui, d'ailleurs, se félicitent pour certains, c'est ce qu'on a pu constater, quand ils postent, par exemple, une jolie photo d'avant-après d'une rhinoplastie, de recevoir dans la foulée 50 demandes de consultation et de se jeter dessus pour pas les louper. Donc ça montre bien à quel point c'est devenu un commerce. Je vois bien l'hypocrisie, je fais juste une photo avant-après pour vous montrer, et en fait c'est une énorme page de publicité. Exactement. Après, pas tous. Attention, il y a plein de médecins esthétiques et de chirurgiens qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Donc cette vitrine-là, c'est ceux qui c'est les dérives. Et c'est vrai que ça, quand même, il faut le noter. Malek. Sur le plan judiciaire, ça se passe comment pour l'après, justement? On ne sait pas encore si on pourra revenir en arrière sur leur corps, mais au niveau de la justice, comment ça se passe? Vous voulez dire si, par exemple, il y a une complication? Exactement. Les médecins sont jamais responsables dans leurs actes. Je crois qu'il y a un régime de responsabilité pour les médecins classiques. Est-ce que ça s'étend aux médecins de chirurgie esthétique? Et si oui, dans quelles conditions? Si, ils sont responsables s'il y a une complication. Après, c'est le jeu aussi des assurances. Mais par contre, ce que nous, on a constaté, c'est que c'est le dernier qui a touché qui peut se voir imputer la responsabilité. Donc, par exemple, quand un jeune a une complication parce qu'il est allé voir une injectrice illégale et qu'il va voir un vrai médecin pour lui dire « j'ai besoin d'être réparé », il va pas vouloir, ou alors, il va pas vouloir, il va hésiter, parce qu'en fait, ici, ce problème-là, ça peut lui, exactement, il peut être considéré comme responsable. Donc, parfois, ils sont réticents à vouloir intervenir derrière une complication. Il y a peut-être un petit boulot, effectivement, législatif à faire, là, pour revoir un petit peu le fonctionnement du bordel, parce que ça m'a l'air d'être un piège terrible, ça. Tu voulais intervenir? Oui, du coup, j'ai oublié. Non, je voulais parler, par exemple, de ceux qui se font opérer à l'étranger. C'est le vrai problème. S'ils ont des complications en France, ils sont complètement laissés. Et on en a rencontré qui nous disaient, je suis allée en voir pas mal. Et en fait, ils se retrouvent un peu laissés à livrer à eux-mêmes parce que beaucoup ne veulent pas les toucher de peur d'avoir... J'ai des potes qui se sont retrouvés blacklistés par la clinique en Tunisie ou en Turquie. Parce que à force d'appeler, de demander des comptes, ils se sont retrouvés blacklistés. Puis ils n'avaient plus aucun moyen de les joindre. Et ce qui est fou, finalement, c'est que dès qu'on parle de chirurgie esthétique, donc nous, ce qu'on dénonce, c'est la banalisation plutôt de la chirurgie esthétique, tout le monde a un exemple autour de soi, d'une complication, d'une injection qui a mal tourné. Donc, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment lancer cet appel aux jeunes. On a tout autant de personnes qui ont envie tout de même de le faire. Et je l'ai vu là en préparant l'émission et c'est flippant. Non, mais c'est intéressant. Une tentation. Votre message que vous essayez de faire passer à travers ce livre, vous l'avez dit tout à l'heure, une forme de disclaimer. Attention, on n'est pas anti-chirurgie esthétique. Alors, c'est quoi le message?
C'est attention, faites gaffe, pas n'importe comment, pas trop jeune, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est attention, pas n'importe comment, pas trop jeune, et surtout, réfléchissez avant. En fait, on se rend compte aujourd'hui que la jeunesse manque d'informations, qui se jettent comme ça dans les cabinets sans vraiment réfléchir. Par exemple, il y a peu de jeunes filles qui savent que des prothèses mammaires, il faut les changer tous les 10 ans, qu'il y a un suivi régulier. Voilà, il faut ne pas oublier que c'est des choses qui peuvent durer des années et sur lesquelles elles vont être... qui sera à vie, quoi. Et oui, c'est ça, notre message, c'est de dire finalement, posez-vous la question, est-ce que vous voulez vous faire opérer parce que vous avez un complexe qui vous hante, qui vous empêche de vous aimer depuis toujours, depuis des années, ou est-ce que finalement, vous souffrez d'un complexe qui était provoqué par les réseaux sociaux et qui vous donne envie de vous modifier par imitation, parce que quand vous passerez à l'acte, eh bien après, c'est irréversible, la chirurgie esthétique. Donc, il faut bien réfléchir. Et nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est que pour les plus jeunes, ça soit pas peut-être interdit au moins de 18 ans, ou en tout cas, qu'il y ait une consultation avec un psychologue pour avant de passer à l'acte, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'opérations, trop d'injections qui sont faites de façon précipitée. Quoi qu'il en soit, les professionnels qui sur Instagram vous disent, font de la pub, etc., par principe, n'y allez pas. N'allez pas chez un électricien illégal, surtout. Et c'est ce que j'allais dire, voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'injection illégale dans un appart, t'inquiète, j'ai un pote qui l'a fait. Ça, non, jamais. Médecin, diplômé, officiel, machin, truc. C'est la base. Et ensuite, informez-vous. Merci beaucoup, Ariane Rioux et Elsa Marie. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien et que vous avez publié il y a 15 jours Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de Backseat.